Bonjour à tous, nous sommes vendredi 25, 2 jours avant l'élection régionale et départementale. Putain, chaud, vous le savez, on en parlera un petit peu aujourd'hui, mais dimanche nous serons en direct, vous le savez, particulièrement dans le sud Basse-Terre. Et tout Canadien sera mobilisé pour vous donner les résultats à partir de 18h. Restez branchés, pas débranchés. Restez écoutés, pas débranchés. Sinon, aujourd'hui, eh bien, dans un instant, on va commencer avec notre chronique habituelle sur l'eau de l'eau en toute sauce, puisque vous savez qu'il y a eu une commission d'enquête parlementaire qui a été désignée ici. On en a parlé la semaine dernière. Jacques Davila et Isma Oguenet vont parler de la situation de l'eau, comme tous les vendredis à la même heure. Et le dernier des 4 mois. Sinon, un peu plus tard, on va parler de cinéma, puisque monsieur Christian Lara, sinon, c'est le premier cinéaste guadeloupéen, même antillais, a présenté hier soir son dernier film qui s'appelle Al comme, vous saurez comme quoi. On aura Caroline Ducé et aussi Luc Saint-Éloi qui seront là avec probablement Christian Lara pour parler de ce film. Luc Saint-Éloi, c'est un comédien que vous connaissez déjà. Caroline Ducé, c'est elle qui joue un rôle important dans ce film. Ensemble, il y a que là, nous qui décatissons ça. On va recevoir aussi Cherline Gourdet, notre psychologue inspiration. Elle n'était pas là hier parce que hier, il y avait un petit souci. Cherline sera là dans un instant pour présenter sa chronique de psy. Avant-première de Lara, donc ce sera des infos du jour. L'affaire Claude Jean-Pierre, vous savez, ce Guadeloupéen qui a été, entre guillemets, contrôlé par les gendarmes et qu'on a retrouvé et qui a perdu la vie au mois de décembre l'année dernière. L'affaire n'a pas fini de rebondir. Hier, il y avait une conférence de presse, on en parlera. Micro-trottoir, encore télévision de la campagne électorale, qui j'en vois, qui j'en vive li. On va savoir ça tout à l'heure. Et puis, si on a le temps, on parlera du brevet. Sa préparation, première épreuve, c'était le bac à semaine dernière. Cette fois-ci, c'est le brevet qui commence lundi. C'est parti. On commence par de l'eau en toute sorte. C'est parti pour l'information sur l'eau. Bonjour tous les téléspectateurs, auditeurs, canalistes et surtout les gens qui sont fidèles à l'émission non chronique de l'eau en toute sauce. Alors aujourd'hui là, on va parler d'une question qui est importante, c'est la question à loi là qui met en place SMO là qui doit gérer toute l'eau et services de l'eau en Guadeloupe. Et non à loi là, ça c'est loi rénovant la gouvernance des services publics d'eau potable et d'assainissement en Guadeloupe. Donc, à côté bien non, il a rénové. Et loi là, ça, il confié à un syndicat mixte toute une série de compétences. En tout cas, ça, il faut nous comprendre que le syndicat mixte là, il faut mettre là pour gérer de l'eau en Guadeloupe. C'est un gros outil. Parce qu'il a une de l'eau à gestion de l'eau et assainissement à toute la Guadeloupe. Ça veut dire que c'est environ 180 à 180 000 à 200 000 usagers qui sont abonnés. Et son but est important. Mais surtout, il y a une compétence à de l'eau et assainissement à toutes les EPCI qui étaient en Guadeloupe. Mais aussi, il y a une gestion à services extérieurs à l'incendie. Il y a aussi gestion à toutes les eaux pluviales, toute l'eau qui a tombé dans les villes, les communes. C'est lui qui est responsable de gérer ça, de traiter ça. Ça pas aussi important parce que c'est immense comme compétence. Et aussi une compétence à toute question, à service, à information à des usagers, mais aussi à traitement à les demandes à des usagers. Donc, il faut nous bien comprendre ça. Et, si vous voulez, loi là qui a existé un certain nombre de bulletins de SMO là. Et premier bulletin qui a dit, syndicat là, ça faut veiller à continuité à service public là, à donner un objectif de qualité du service rendu à l'usager. Et il faut aussi veiller à ce que et veiller à protection à ressources de l'eau qui est en Guadeloupe. Et il a dit un bulletin qui est important, il a dit en cas de rupture de l'approvisionnement, le syndicat là doit prendre toutes les mesures utiles pour assurer le droit à l'accès à l'eau des usagers. Il faut nous comprendre ça. Donc, pas nous affaires et tout d'eau, pas nous affaires pas assez de l'eau débrouiller, faut pas mon la d'eau en continu, il faut si jamais on a un problème, faut pas mon la d'eau quand même.
Et là, nous avons regardé, comparé à ça qui a passé aujourd'hui là, nous avons les deux premiers binaires qui ont demandé, c'est assurer continuité à service public là. Il n'y a pas qu'à faire et a donc un objectif de qualité à service rendu à l'usager. Il n'y a pas qu'à faire. Parce que le premier binaire qui est, l'eau n'a pas ni de l'eau, donc service n'a pas rendu. Deuxième binaire, l'eau n'a pas bon souvent, ou mon obligé à dépenser un paquet d'argent pour acheter de l'eau en bouteille. Ça veut dire que ou pas ni on continue à service public là, mais aussi ou pas ni un service de qualité. Et troisième bitin là que vous commandez là, assurer la protection de la ressource en eau, c'est là son plus mauvais encore parce que les derniers chiffres que nous avons payés officiels là yo a chiffré les pertes d'eau en Guadeloupe entre 65 et 70%. Ça veut dire que là vrai, yo produit 100 mètres cubes d'eau potable, yo traité pour dans rivière là 100 mètres cubes d'eau et yo traité eh bien, c'est pratiquement 70 mètres cubes d'eau qui capent. Ça veut dire que vous dépensez l'argent pour traiter et vous jeter, mais surtout, vous prenez de l'eau dans les cours d'eau, ou diminuer, ou sécher, et de là, ça va jeter ailleurs sans qu'il y ait servi. Mais pas de protection à ressources en eau là. Donc, il faut nous comprendre ça, c'est un but important. Autre but qui est important, que loi là a demandé, et c'est moi l'a fait, et qui pas qu'à fait. Je dis là, il a dit, il faut assurer gestion technique, gestion patrimoniale et gestion financière à les services publics à de l'eau potable en Guadeloupe. Il faut y assumer, il faut y assurer, mais il a dit, il faut y assurer à dans on démarche pour prendre les mesures pour faire tous les investissements nécessaires pour moderniser le réseau là, le réseau à de l'eau potable et assainissement là, mais aussi pour moderniser les installations, les usines à traitement, les usines à traitement à de l'eau, mais les usines à traitement à de l'eau usée. Donc, encore quoi que c'est très important pour nous comprendre ça, jeudi jour, si ça nous arrive la nuit là, ça pas de cas fait. Pas tenir des dispositions pour pérenniser justement les infrastructures et les investissements que vous devez mettre en place. Donc, nous avons dit que sinon, dysfonctionnement à ces services-là qui tel que nous arrivons au stade où effectivement toute l'eau là nous avons produit là, toutes les usines que nous mettons, eh bien, nous avons plus gros mauvais exemple qu'on prend là, c'est l'usine à traitement qu'ils ont fait à Capesté, il coûtait 13 millions d'euros. Eh bien, il fait depuis combien de temps il n'a pas servi? Et je dis là, si vous voulez faire servir, il faut investir 6 millions pour réparer, d'euros pour réparer, pour y fonctionner. Voilà, comme ça, l'argent à l'usage est gaspillé. Et dernier bilan que je voulais dire, c'est que les droits là qu'a demandé, service là, qu'a demandé syndicat là, de faire des études, produire des analyses pour mettre en place une politique globale à gestion à l'eau là, et qui rentré dedans effectivement les enjeux de développement à pays là. Alors, il a dit ça a montré justesse sa revendication que LKP a fait en 2009. Là, il a dit qu'il faut tenir un service unique à de l'eau potable et pour tenir arriver à un prix unique. Pourquoi on a dit ça? Parce que tant que nous sommes morcelés, en 50 petites structures qui ont traité de l'eau à monde, au parti GP développer en politique globale, il prend en compte les enjeux de développement à pays là. Et de l'eau là ne peut pas en dehors des enjeux de développement à pays là. Donc, il faut une vision pays. Et notamment les éléments qu'on peut faire aussi, si on peut demander pour étudier possibilité de ni effectivement une tarification sociale, il tient compte des gens qui ont les revenus plus modestes pour adapter. Alors voilà, ça nous devait dire pour les exigences que la loi a imposées à ces mots-là, pour nous, un véritable service public à de l'eau potable. Parce que jeudi jour, on a rappelé ça, nous pas de service public à de l'eau potable. Il n'y a pas de l'eau, c'est vrai, mais ça pas au service public. Parce qu'il n'y a pas de bon critère, pas de continuité, pas de qualité, pas de effectivement tout un série de biens qui accompagnent pour dire en Guadeloupe nous service public. Et c'est ça nous voulons, c'est combat l'association, fournir un syndicat unique, bon, voilà, acté depuis le 21 avril 2021, ok? Mais aussi, nous là, pour faire en sorte que ça y est qu'on mette en place là, ils respectent les usagers. C'est pourquoi nous demandons une commission de surveillance pour effectivement contrôler. Ça, c'est mon là qu'a fait dans les syndicats là, pour rendre le service là réel pour les usagers là, mais surtout pour respecter les obligations qu'il y a dans leur loi et qu'on y est là, il n'y a pas respecté. Alors voilà, ça on devait dire. Nous revenons plus une autre fois si question à la commission de surveillance là qui est assez importante et nous revenons ici pour parler de ça, pour montrer comment nous, les associations d'usagers, nous doublons pour faire en sorte qu'ils respectent tous les usagers en Guadeloupe.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. Mes chers compatriotes, le maréchal de France Georges Clemenceau, surnommé le Tigre, le héros de la bataille de Verdun, celle où 2 300 000 hommes se sont affrontés. La France a eu 300 000 morts, 400 000 portés disparus et l'adversaire presque autant. Le héros de la bataille de Verdun qui s'est retrouvé pour la deuxième fois président du Conseil de la République parce que le peuple est venu le chercher pour le mettre à diriger le pays parce qu'il avait sauvé à Verdun, disait des élections qu'il a assisté pour la première fois de sa vie au remplacement d'imbéciles par des médiocres. Dans 3 jours, les gens inscrits sur les listes électorales sont conviés à renouveler les hommes qui vont prendre en charge, les femmes aussi bien sûr, le destin de notre communauté dans les assemblées que sont le conseil régional, le conseil général, hormis bien sûr les cantons qui ne seront pas renouvelés par défaut d'incurie, d'impéritie, de laxisme, voire d'incompétence dans la rédaction des procès-verbaux des bureaux de vote concernés. Le tribunal administratif en décidera et les lecteurs retourneront devant les urnes. Gouverner, ce n'est pas que prévoir, mesdames, messieurs. Gouverner, c'est aussi prévenir, c'est préfigurer, c'est assumer les conséquences de ses choix. Donc, vous avez en votre âme et conscience, pour beaucoup, fait le parti d'opter pour l'abstention. Certains ont même été jusqu'à prétendre que l'abstention est révolutionnaire alors que non reconnue dans le décompte des voix, alors que nous avons assisté au travers de cette abstention, pour des causes aussi diverses que variées, que le résultat des votants était une régression. Même ceux qui sont en tête ont reculé dans des proportions énormes. Le deuxième tour devant se dérouler différemment. Le premier qui sera en tête, c'est-à-dire que s'il y avait un seul électeur, eh bien, il sera celui pour lequel il aura voté sera élu. Vous devez assumer vos responsabilités. Assumer ses responsabilités, c'est assumer les conséquences de ses choix, car il s'agit du devenir de nos enfants, du devenir de nos parents, de notre propre devenir. Mesdames, Messieurs, au moment où je vous parle, chaque petit Guadeloupéen, y compris l'enfant qui est né hier, doit déjà 40 000 € au Fonds monétaire international pour tenir du déficit de la République à laquelle nous appartenons. Et ce ne sont pas ni les batteurs d'estrade, ni les bonimenteurs, ni les gens qui vont vous raconter n'importe quoi, qui vont, croyez-moi, restaurer la situation, qui vont la rétablir. Il vous faut en votre âme et conscience choisir pour résoudre les problèmes de l'eau, de l'assainissement, de l'environnement, du développement durable, du créer du travail pour la jeunesse, mais du travail effectif et durable, pour restaurer les finances publiques, pour restaurer le confort et faire redémarrer le logement, pour pouvoir faire fonctionner l'hôpital et les services de santé correctement, pour que l'éducation nationale donne effectivement de l'instruction et les parents de l'éducation nationale sous réserve qu'on le leur a inculqué. Et ainsi de suite, que les cantines scolaires fonctionnent, que l'on ne perde plus notre temps à faire 4 mois de grève pour venir signer un pseudo-protocole qui n'est qu'un rappel à la loi. Ceux qu'ils savent en tant que citoyens responsables, un rappel à la loi n'est que la lecture du code concerné que certains ont oublié. Nous ne pouvons continuer comme ça à détruire notre pays nous-mêmes. Donc, dans 48 heures, nous serons amenés à choisir notre destin. Je vous demande en votre âme et conscience d'assumer vos responsabilités en faisant que, comme choisir, c'est assumer les conséquences de ces choix, afin que nous cessions de pleurer, de quémander, de se comporter comme des assistés, le crouy de nos mains tendues, et de venir après tous les jours se plaindre de manière quotidienne, et de rester chez soi et de ne pas choisir courageusement pour une liste ou pour une autre. Si nous choisissons des médiocres pour remplacer des imbéciles ou des imbéciles pour remplacer des médiocres, nous devons, mesdames, messieurs, assumer les conséquences dans le choix. Et comme on dirait au départ d'une course, bon vent et bonne chance.
Je vous l'ai dit, la question de l'eau est loin d'être réglée, comme viennent de vous le confirmer nos deux responsables de cette chronique de l'eau en toute sauce. On aura l'occasion encore d'en reparler, puisque en ce moment, le rapport de la commission d'enquête est en train d'être rédigé. C'est un rapport qui va être gros comme ça, c'est le rapport sur l'eau en général en France. Et puis il y aura un chapitre concernant la Guadeloupe. Ce rapport, nous l'aurons bientôt. Et nous aurons l'occasion, comme on dit en créole, nous décatier Bazot et montrer les autres toute responsabilité à chaque monde à dans question là ça. Pour l'heure, on revient à l'actualité. L'actualité, il est 12h49. Eh bien, c'était hier la conférence de presse du collectif d'avocats qui, depuis pratiquement 6 mois maintenant, s'occupe de l'affaire Claude Jean-Pierre. Claude Jean-Pierre, je le rappelle, Clodo Koinkoakriye, c'est un Désien qui avait été interpellé par deux membres, deux gendarmes ADE. Il avait été extrait de façon très brutale de son véhicule. Suite à cela, il y a eu une rupture quelque part dans sa colonne vertébrale, enfin au niveau de ses vertèbres. Et quelques jours après, il est décédé. Depuis lors, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé la chose suivante, c'est qu'il y avait une vidéo qui avait été, une vidéo de contrôle qui a enregistré la scène. Cette vidéo, vous avez pu la voir ici, puisque nous diffusons dans ZCL-là. Elle a été diffusée pratiquement sur tous les réseaux. Tous les gens qui suivent l'actualité savent que des gendarmes ont extrait de façon très violente Claude Jean-Pierre de son véhicule, et il en est suivi son décès. Et depuis lors, il y a un collectif d'avocats, il y a un collectif aussi contre violence à Mamblo, à gendarme, qui s'est constitué. Et hier, il y avait une conférence de presse ADE. Olivier Félix y était au reportage. Très clairement, on vous a quitté au mois de janvier, première conférence. Aujourd'hui, ce qu'on peut vous dire, c'est qu'en plus du rapport d'autopsie, nous avons l'étude anatomopathologique, étude des organes, qui est rentrée, qui a confirmé l'importance des lésions médulaires. Nous avons une commission rogatoire extrêmement signifiante dans ce dossier sur l'audition des témoins, sur l'emploi du temps de Claude Jean-Pierre, qui est rentré également avec l'interrogatoire des mises en cause. Et puis, nous avons une expertise rentrée aussi sur, pas une expertise, les documents, les dossiers médicaux de Claude Jean-Pierre qui ont été saisis, auxquels nous avons pu avoir accès. Et surtout, nous nous sommes levés contre un rapport d'expertise d'un médecin, en fait, qui venait statuer sur la cause de la mort de Claude. Nous avons estimé que cette affaire impliquait non pas un expert, mais un collège d'experts, et le juge d'instruction vient de faire droit à notre demande. En fait, donc ce sont un neurologue, un médecin urgentiste, réanimateur, et puis un médecin en imagerie médicale qui vont se pencher sur le dossier Claude, qui vont analyser les images de vidéoprotection, qui vont analyser les lésions qu'ils vont constater et qui vont nous dire quelle est la cause du décès de Claude. Sur les déclarations des gendarmes, qui aujourd'hui, je vous le dis, ont le statut de témoins assistés, des déclarations qui sont, somme toute, assez contradictoires. Notamment sur le moment où le gyrophare va être mis. Ce qu'on peut vous affirmer aujourd'hui, en tout cas vous confirmer, c'est qu'il n'y a pas eu de délit de fuite, que Claude Jean-Pierre n'était pas particulièrement énervé, même pas du tout, et qu'en réalité, les divergences, quand elles sont mises en lien avec les échanges téléphoniques, puisqu'on a eu la retranscription de l'échange téléphonique entre le chef de patrouille et le SDIS, qu'il y a eu une succession d'erreurs manifestes, d'appréciation d'abord de l'opportunité de l'extraction, à un moment où Claude Jean-Pierre n'était plus en possession des clés du véhicule, et ensuite une erreur d'appréciation encore plus manifeste sur son état de santé lorsqu'il se retrouve au sol dans les suites de l'extraction. Voilà ce qu'on peut dire pour l'instant sur cette affaire, mais c'est une affaire qui va encore connaître de nouveaux rebondissements. Nous la suivons et nous recevons probablement prochainement ici en direct dans le ZCL l'une des avocates ou l'un des avocats de ce collectif, et nous aurons l'occasion de leur poser d'autres questions. Pour l'heure, il est 12h53. On prend la première pause. On s'est retrouvé tout à l'heure avec Caroline Ducé, Luc Saint-Éloi
et Christian Lara. On va parler de ce film Al. Et entre parenthèses, on va parler aussi de Titor Desglas. Hector Desglas, c'est un patriote guadeloupéen qui est décédé avant-hier. Julien Meillon l'a connu au groupe La Vérité, il devrait être là avec nous, mais aussi nous aurons Madame Josie Saint-Martin qui a été enseignante, qui était syndicaliste aux côtés de Titor Desglas au SPEG. Avec ces gens-là, nous ferons un petit focus sur le militant Hector Desglas, surnommé Titor, qui est décédé il y a 2 jours à l'âge de 83 ans. Tout de suite, pause et on se retrouve. Voilà, retour sur le plateau du ZCL News. Il est 13h04. Nous allons recevoir beaucoup de personnes, des personnalités. On va commencer par la femme d'abord, bien sûr. Caroline Ducé, bonjour. Bonjour. Merci d'être ici pour la première fois dans le ZCL. Oui. C'est l'émission qu'il ne faut pas rater quand on vient. Luc en sait quelque chose. Bonjour Luc. Bonjour Dani, avec grand plaisir. Ce sont des acteurs d'un film dont c'était l'avant-première hier soir, on va en parler tout à l'heure. Je reçois aussi Monsieur Christophe Wachter. Bonjour. Bonjour Dani Zandonis. On va le recevoir. Pourquoi? Parce que il y a 2 jours, un patriote guadeloupéen qui s'appelle Hector Desglas, que tout le monde connaissait, Titor, est décédé à l'âge de 83 ans. Je ne savais pas que Christophe le connaissait, il va en parler. Et parallèlement, on aura Josie Saint-Martin qui a été aux côtés de Titor Desglas dans le syndicat, le ZEG, qui est devenu après le SPEG. Et ce sont 2 témoignages différents. Alors, on va d'abord commencer par Christophe. Christophe, tu peux nous dire un peu dans quelles conditions tu as connu Titor Desglas? Parce que, à part mon génération. Alors, on s'est rencontrés dans la rue il y a plus d'une dizaine d'années. Oui. Et lorsque je me suis présenté à lui, parce que je connaissais le personnage physiquement, je me suis rendu compte qu'il me connaissait et qu'il connaissait tout mon arbre généalogique. Il m'avait raconté des anecdotes sur mes parents, sur mes grands-parents, mes oncles, mes tantes. Et puis le hasard a fait qu'on habite la même commune. Et au fur et à mesure, on est devenus vraiment des proches. Oui. À se voir le soir, à discuter, à échanger sur beaucoup de questions, parce que c'était un homme qui parlait de tout. Et c'était un homme également qui soignait ses relations avec les jeunes, hein, j'étais plus jeune que lui, et c'est quelqu'un avec qui j'ai développé une amitié très 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 profonde. Il était très, très cultivé aussi, il faut le dire. Extrêmement cultivé, c'est vraiment quelqu'un qui... Quand il vous parlait de politique, en fait, il n'avait jamais un raisonnement localisé ou binaire. C'est vraiment quelqu'un qui vous parlait de la campagne de Russie, qui vous parlait de la guerre de sécession en détail, et qui expliquait des faits d'actualité ou le comportement de certains personnages en faisant des parallèles avec des personnages historiques avec une précision incroyable. Oui, et de plus, c'était, comme on dit, un lettré, puisqu'il était aussi un créoliste. Je suppose que tu as dû le savoir. Alors, c'était non seulement un créoliste, mais au-delà, c'était un linguiste. Oui, un linguiste, créoliste et linguiste. Voilà, c'était un linguiste qui avait... dommage qu'il n'ait pas plus écrit ou plus publié sur ça. Je lui reprochais souvent. Oui, mais il pas produit un ouvrage. Avec l'expérience d'enseignant, il avait développé des méthodes, des théories bien à lui. Oui. Et je pense qu'il a laissé quelques traces et que des professionnels vont pouvoir s'en emparer et en faire quelque chose. Alors, depuis une vingtaine d'années, il faut le dire, il était à la retraite, mais il continuait à exercer en Bas-Fay, comme on dit. À exercer en Bas-Fay, donc avec non seulement des jeunes, hein, puisque c'est quelqu'un qui a exercé en lycée, en collège, et donc qui avait gardé des liens et des relations avec des jeunes. Il y avait un phénomène assez particulier aussi, c'est que d'anciens élèves que Titor avait eu au collège ou au lycée revenaient le voir avec leurs propres enfants, en lui disant « Mon enfant a des difficultés, est-ce que tu peux t'en occuper ?» Oui. Et donc c'est quelqu'un qui aurait pu aussi monter une école privée. Tout à fait. Parce qu'il avait une école privée chez lui. Gratuitement, là. Hein, il faut le dire. Gratuitement. C'était conforme à sa ligne, hein, qui était il faut éduquer les masses. Oui, et donc il faut aller chercher chaque personne, conscientiser, éduquer, donner les moyens de réfléchir. Ouais. Je ne sais pas si on est en ligne avec Madame Josie Saint-Martin. Josie Saint-Martin, bonjour. Oui, bonjour. Merci d'être avec nous là pour parler de Titor, parce qu'on connaît encore mieux qui Christophe, mieux qui moi, puisque c'est ensemble nous avons monté un syndicat depuis en 1976, le ZEG. Qui s'est passé à l'époque avec Titor? Oui, il y a un cas de Christophe, bonjour, parce que c'est ancien élève en moi. Oui, bonjour. Décidément. Bonjour, Madame Saint-Martin. Oui. Alors, moi, je connais Titor par rapport à l'éducation, parce que c'est vrai qu'on a déjà entendu parler de Titor en 67, donc c'est pour la génération de 67 qui comprendre très vite qu'il faut la Guadeloupe chercher. Donc
parce que ça parlait de Tito, parce qu'elle était la jeune. Et en lui, nous voyons Tito réellement, aujourd'hui, il est nouveau rectorat qui a son rêve de lâcher, parce qu'après prison, il n'a pas été d'accord, il n'a pas été d'accord pour qu'il embauche. Il voit, puis quand je parle aussi, il a soutien d'action, il travaille quand même. Donc, c'est le premier contact en moi avec Tito. Et à partir de là, avec d'autres camarades, nous créons d'abord un mouvement de créer le mouvement pour l'unification des enseignants de Guadeloupe, le MOEG. Josie. Pour objectif. Josie, vous entendez moi? Oui, entendez-nous. Baissez télévision à petit point parce que ça fait un écho. Ah non, télévision, oui. Ah ben, on passe ça, nous n'y on pas de télé, effectivement. Ah, on pas de télé. On est 14 en écho, mais on n'est pas en télé. D'accord, bon, ben d'accord. On continue. Mais il y a un écho. Oui, il y a un écho, effectivement, sans ça là. Nous avons baissé son là. Ouais. Alors, on t'a dit. Donc, on t'a dit que nous créons d'abord en structure le MOEG qui tenait pour objectif d'unir les enseignants si question à l'école. Oui. Parce que jusqu'à présent, nous avons trouvé que l'école était en galère, il faut changer ça. Donc, à partir de là, nous menons toute une série d'enquêtes avec d'autres camarades, Lucien Gayatine, René Bouchamp, Sony. Lucien Péroutin aussi. Lucien Péroutin, toute une série de jeunes, parce que nous avons 25 ans, nous pas de difficile à ça. Oui, bien sûr. Toute une série de camarades pour changer l'école là. Et après plusieurs mois d'enquête, nous réussi à créer en 1976 le GEG, Syndicat général de l'éducation Guadeloupe. Oui. Et syndicat-là, ça, Tito, Sony et tous les camarades qui ont sorti nommés portent contribution à eux parce que nous tous pays ont l'expérience dans le travail là. C'est ça qui était plus expérience qui donne parce que Tito, il était professeur de collège au moment où on crée structure là, et puis après il est professeur de lycée. Donc il était mis en connaissance à l'école en Guadeloupe. Moi, ça qui t'a impressionné, moi, c'est là, il t'a raconté histoire à l'école en Guadeloupe. Ouais. Ça veut dire toute histoire à l'école en Guadeloupe, il t'a connaît vie et ça fait venir en l'eau. Un rapport d'orientation à syndicat là, c'est Tito et Sony qui écrit ça. Ça veut dire ça, ils portaient toute contribution aussi à eux parce que Sony aussi t'incitait avant de devenir professeur. Donc, tout travail à ces deux camarades-là, ça permet nous de comprendre où là pour aller. Rapport d'orientation. Et comme Tito, c'était un pédagogue, il écrit aussi rapport pédagogique aspect. Donc, il portait en lot, en connaissance, comme Christophe dit, c'était un homme qui était dans grande culture. Il était connaître, il était apprendre à la fac français, il était prof de français. Oui, il fait études en Bretagne, en question, ça dit ça. Oui, à Rennes. Ouais. Comment Oui, il est entré, il fait linguistique, il fait toute une série qui permettait de comprendre le fonctionnement à le français. Et comme il était une culture guadeloupéenne, il était qu'à voir qu'est-ce qu'il faut faire pour changer les gens. Il a fait si vous apprendre français. Et d'après moi, c'est un apport important qu'il fait dans le travail pédagogique que ce qu'il fait. Ouais. Donc, à un moment-là, ça il était qu'à insister pour nous partir de réalité à la Guadeloupe, pour nous voir qui gens pour nous enseigner français, mais enseigner aussi d'autres matières, parce qu'il te connaît l'histoire, il te connaît même physique, en tant que physique, mais en fait, il te connaît autant que qui moi, mais il était intéressé, il était d'accord, il était très cultivé, il était intéressé à tous les aspects à l'éducation. Oui. Ouais, c'est ça qui est important à retenir. Donc, moi, ça qui a impressionné, moi, c'était un pouvoir travail, ça veut dire pas qu'il peut travailler, c'est comme qui t'est arrêté, il s'est croisé de matin, qui a écrit un papier, qui a écrit un tract, et il a écrit ça, en matière de présentation, si il y a un chiffre à GEG, il y avait toute présentation là, mise en forme. Mise en forme là, c'était Tito. Donc, il était pédagogue, mais il était aussi artiste. Oui, il était dessinateur. Il était qu'à dessiner bien aussi. Il était qu'à dessiner bien. Il était qu'à dessiner bien aussi. Artiste, ça veut dire, justement, en cas d'une anecdote qui t'a impressionné moi, à un moment donné, nous avons insisté en l'eau, c'est nécessaire à ce que les élèves connaissent l'histoire pays à eux.
et en période à mai, nous avons fait une exposition. À partir d'un texte, Titor et toute famille, Simone, Frédéric, Nathalie. Deuxième Tiboka Titor, eh bien, à partir d'un texte, ils ont réalisé un panneau qui était décrit toutes les sévices que les esclaves étaient subis pendant l'esclavage. Ça a été impressionnant et ça a impressionné les élèves parce que nous avons fait une exposition itinérante. C'est Francky, Francky, effectivement. Donc, il était une façon de faire des butins. Bon, pour moi, Titor porté en l'eau à dans tout travail pédagogique qu'il fait. Et dernier butin important qu'il fait, il était à l'initiative en proposition pour le GEG, le SPEG, syndicat des personnels qui créé par la suite. Eh bien, il proposait un colloque. Et colloque là, ça, c'était le créole et le français dans l'école. Là où plusieurs métamaniaques à créole et français étaient réunis en lycée Gissac pour réfléchir pendant 2 jours ces questions-là. Denis Jean-Bernard habité là en Rasson Gissac, oui, effectivement. Et oui, et lui, il était fait en intervention si qui gens nous doit être intégrés dans l'école là, qu'il vit à pays là, et qui gens pour arriver à faire des monde mieux apprendre français. Parce que la théorie à Titor, c'était que ni français de France, ni Guadeloupe, c'est français guadeloupéen, nous ne pas parler. D'accord. Deuxième théorie, c'est que tout Guadeloupéen créolophone, ça veut dire même si les gens parlent créole en mais français à eux, forcément les créoles en dedans. C'est clair. C'est d'éviter que les gens qui étaient raides à accepter ça. Ça veut dire que nous dépasser ça. Ben, c'est vrai, les pas garder jeu là, c'est vrai qu'on est créole guadeloupéen. Et aussi français guadeloupéen, et du français France, qui ont en lien avec français Guadeloupe, mais français Guadeloupe différent de français France. Moi, sans dit, donc pour prendre un thème à intervention à Titor, et d'après moi, comme les actes écrits, ils sont sortis en livre, ça était bon que mon lit, ça Titor dit, si modèle culturel, nous devons mettre à l'école là, en Guadeloupe. Ça veut dire qu'il faut allier, il faut apprendre vocabulaire, il faut apprendre littérature, parce qu'il y a des cas critiqués que il y a fait apprendre littérature depuis en CP, quoi. Alors que c'est important que tu as pour prendre français là, il va faire la littérature. Donc, il tenait tout en théorie, il met tout en théorie qu'il marquait. Il fait partisan la français langue seconde. Vous ne pouvez pas équivalenter en français là comme ça. Si vous pouvez enseigner français dans n'importe quel pays, dans n'importe quelle région à la France, c'est important. Bref, il y a une série de théories que c'est important que les enseignants du jour revisitent. Donc, dans le sens qu'a dit, c'est que Titor tenait une vision à la Guadeloupe, c'est un patriote guadeloupéen, il était qu'à revendiquer ça. Titor, c'était un grand intellectuel. Et moi, pour moi, je dis merci pour tout ça, il apprend nous. Tout ça, il apprend les élèves Guadeloupe. Merci parce qu'il fait avancer cause à l'éducation. Je dis merci parce qu'il fait avancer cause même à la Guadeloupe. Et je dis que le meilleur hommage nous payons à Titor, c'est de continuer le travail là et commencer là pour notre Guadeloupe voyage. Merci, Josie. Pour tout le monde à Titor, pour famille à Titor. Merci, Josie, pour le témoignage à ça. Ça était nécessaire que vous, monde qui ne connaissent pas Titor des Glaces, qui connaissent de loin, tout ça au dit là, travail qu'il a fait au niveau pédagogique, au niveau créole, au niveau à français à l'école, et au niveau à SPEG et au niveau à GEC. Merci encore, Josie Saint-Martin, retraitée de l'éducation, ancienne syndicaliste. Un dernier mot, Christophe, vous l'avez rencontré quelques jours avant sa mort?
Oui, effectivement, il est passé me voir à mon bureau il n'y a pas si longtemps. Oui. C'est quelque temps avant qu'il se casse le col du fémur et puis la suite qu'on connaît. Ouais. Et effectivement, il m'a remis un texte qu'il venait de terminer. Ouais. Je fais partie de ses premiers lecteurs depuis quelques années. Il sera publié ce texte bientôt. On attend la fin des élections. Très et bien. il sera publié. Il vaut mieux attendre la fin des élections, en effet. Oui, parce qu'il y a des choses particulières. En tout cas, merci Christophe de l'intervention. Normalement, on devrait recevoir Julien Mirillon qui va parler du Patriote parce que il faut le savoir, monsieur, il faut le dire, monsieur Desglaces a été aussi membre d'un groupe politique qui s'appelle La Vérité. Si Mirillon est dans nos murs, on pourra tout à l'heure en parler. Pour l'heure, on va revenir au cinéma, la réalité et la fiction, puisque hier soir était présenté Al, un film réalisé par Christian Lara, son 25e film. 25, c'est un chiffre symbolique. On va d'abord regarder un petit peu quelques images du reportage fait hier soir par Olivier Moradel. C'était en direct à Cinestar. On regarde. L'avant-première de ce soir revêt une saveur toute particulière. C'était mon 25e long métrage et je me suis dit qu'il fallait un challenge particulier et j'ai voulu faire un film utile à la Guadeloupe et aux Guadeloupéens parce qu'il y a plus de 5000 cas d'Alzheimer en Guadeloupe, ce qui génère avec la famille, les proches et tout, au moins plus de 25 000 personnes qui touchent le problème de l'Alzheimer. Or, mon film, c'est un film qui déstresse les gens, c'est-à-dire c'est un film qui permet aux Guadeloupéens d'aborder cette maladie sous un angle différent. Parce que les gens ont peur de cette maladie. Et dans le film, ils vont comprendre qu'il ne faut pas avoir peur de cette maladie, mais qu'il faut l'aborder autrement que comme ils l'abordent en ce moment. Je m'entoure toujours de comédiens professionnels qui sont, comme vous dites, efficaces. En fait, le sujet du film est un sujet qui préoccupe et qui fait peur à la fois, puisque vous savez que c'est une histoire d'amour sur fond d'Alzheimer. C'est une maladie que je connaissais très mal, donc j'ai dû me renseigner. Christian m'a remis un petit peu les pistes et les travaux qu'il avait effectués. J'ai lu le scénario, une histoire très très belle, une histoire pleine d'humanité, d'amour à la fois, puisqu'il s'agit d'un chef d'entreprise qui est atteint par la maladie d'Alzheimer, alors qu'il est en plein épanouissement avec son épouse et que les affaires marchent très très bien. Mon épouse est interprétée par Caroline Ducé, qu'on avait déjà vue dans le précédent film de Christian, Yafa le pardon. Et nous avons donc tourné en Guadeloupe, à Marie-Galante, à Pointe-à-Pitre et puis un petit bout aussi en Martinique. Et donc évidemment, un sujet comme celui-là, ça ébranle, ça fait peur. Et donc je crois que c'est sans doute le rôle le plus complexe que j'ai eu à interpréter, le plus difficile. Et j'ai hâte de voir le résultat, puisque pour l'instant, nous n'avons encore rien vu, les comédiens n'ont pas vu. Donc nous découvrons le film en même temps que le public est en exclusivité en Guadeloupe. C'est un film qui m'a beaucoup touchée parce que, évidemment, ça parle de la réalité de cette maladie qu'on ne sait pas aujourd'hui traiter et qui est donc d'une grande tristesse pour l'entourage et pour évidemment celui qui l'a subi. Mais Christian a voulu, je crois, essayer de démontrer par ce film que l'amour et la force d'être présent pouvaient permettre d'atténuer, on ne sait pas, mais en tout cas d'essayer de faire face envers et contre tout à la douleur. C'est un film qui est aussi sur comment on essaye de tenir debout malgré l'horreur. Alors justement, avant de prendre la pause, mais on va quand même commencer à échanger. Luc, vous avez vu le film pour la première fois hier soir, alors quelle était votre impression? Je posais la même question à Caroline tout à l'heure en voyant le film, en vous voyant dans ce film. C'était assez particulier parce qu'en fait... Vous n'avez pas perdu la tête, non? Non, pas du tout. Non, pas du tout. Au contraire, je crois que j'ai pas encore... je l'ai dit à Christian hier. Déjà, je l'ai remercié parce que je crois qu'on a découvert, je crois que c'est la première fois que je découvrais un film dans lequel je tourne et que je n'avais pas vu au moins des images. Même pas les roches, rien, on n'a rien vu. Donc, bien évidemment, je crois que je n'ai pas encore digéré ce que j'ai vu, mais je crois que je suis assez bouleversé du travail qu'on a réalisé avec Christian. Et je suis incapable de vous dire exactement ce que j'ai pu ressentir tellement c'est multiple. Voilà, c'est assez particulier en tout cas. Caroline Ducé, vous aviez vu le film avant, non? Non plus. Alors vous l'avez découvert aussi. Oui, bien sûr. Je savais que
je connais l'énergie que nous avons mise dans le tournage tous ensemble et là. On le ressent dans le film. Oui, c'est ça qui est beau dans le cinéma et on espère vraiment le partager avec le public, c'est-à-dire que c'est la force du lien. Et ça rejoint le thème puisque c'est la désagrégation totale du lien, puisque quand quelqu'un est atteint de cette maladie, il ne reconnaît plus ses proches. Et la force du cinéma, effectivement, enfin, ou d'un acte culturel à plusieurs, parce que c'est un travail d'équipe, même si c'est Monsieur Lara qui a vraiment été le créateur. Ce qui m'a, je crois, beaucoup touchée. Moi, je suis un peu comme Luc. Hein, on va le revoir une deuxième fois ce soir pour. Ah bon, à ce point-là ? Mais oui, parce que c'est sur la perte de la mémoire. Donc c'est quelque chose qui est forcément troublant et le film restitue sensoriellement ce qu'est la perte de la mémoire et la désagrégation, et en même temps il est en tension avec une puissance d'amour extrêmement forte. Donc on est en fait dans un espèce de ballet entre douleur et revenir à l'essence des choses, aux choses qui sont des choses simples, qui sont donc des choses pleines et qu'on... Malheureusement que le Covid nous a fait toucher du doigt parce qu'on a dû tous aller puiser dans nos énergies et dans nos forces pour essayer de tenir par rapport à une vie qui s'est arrêtée dans ses habitudes d'un coup. Et le film est aussi entre quelque chose de très triste et quelque chose de profondément vivant. Donc je trouve la réussite du film, de ce que j'ai vu moi hier. Oui. Parce que, Luc, il faut le dire, on n'avait pas l'habitude de vous voir dans ce type de rôle. On vous avait vu un guerrier, un combattant, un policier, etc. Mais en Alzheimer Man, c'est la première fois. Alors, ça a été difficile d'intégrer ce type de personnage parce que c'est vrai que je ne connais pas d'Alzheimer, mais j'ai vu, en créole, votre décattement dans le film. Et c'est vrai que ça fait froid dans le dos. Oui, c'est un film, pour moi, c'est très complexe à la fois parce qu'il fallait trouver comment engager le processus destructeur, entre guillemets, en sachant que je savais qu'il fallait que je travaille à travers les différentes étapes d'un cerveau qui se désagrège et que chaque jour de tournage était une possibilité pour moi d'éteindre des facultés au fur et à mesure. C'est pour ça que ce que moi j'ai vu hier... On est des neurones chaque fois, quoi. Oui, absolument. Si vous voulez, quand j'ai compris ce que Christian voulait et ce qu'on a découvert ensemble, parce que je ne connaissais rien de cette maladie, j'ai bien compris qu'aucun malade ne ressemblait à un autre malade. Aucun profil ne peut ressembler à un autre, et la maladie, en tout cas, rien ne l'arrête. Absolument rien ne l'arrête. Par contre, ce que j'ai compris, c'est que les facultés s'éteignent au fur et à mesure. Et aussi, ce que je voulais montrer, c'est que je crois que j'ai dû travailler avec quelque chose qui se passait dans ma tête, et au fur et à mesure que je comprends qu'il y a quelque chose qui s'éteint dans ma tête, il y a quelque chose qui se développe aussi dans mon corps. Et je crois, c'est pour ça que je ne suis pas encore très prêt, parce que je n'ai pas encore tout compris. Mais pas encore tout digéré. Non, je n'ai pas digéré, mais en même temps, je sais que physiquement, il y avait quelque chose qui de plus en plus m'abîmait, me cabossait. J'ai l'impression que mon corps se métamorphosait et je continuais à avoir de plus en plus mal. D'ailleurs, je ne vais pas tout dire, mais Caroline peut en témoigner. J'ai fini avec des crises de paralysie. Donc, ça a laissé des traces. Oui, ça a laissé des traces. D'ailleurs, je disais à Christian, j'arrive pas à dormir. Je ne dormais plus dès qu'on a commencé le film, d'ailleurs, un petit peu avant. Je trouvais pas le sommeil parce que à chaque fois, je voyais mes trucs s'éteindre. Je voyais. Et après, il y a des doutes aussi. Je dis, est-ce que c'est comme ça qu'il faut aller? Est-ce que c'est la réalité ou la fiction? Mais enfin, pardon de t'interrompre, mais c'est vrai que quand on s'investit dans un personnage, pour moi, le cinéma, c'est fabriquer du vrai à partir du faux, entre guillemets, et pas l'inverse. C'est-à-dire, ça sert à rien de vous mettre la puissance d'un acteur, c'est de réussir à faire advenir quelque chose de vrai. Mais donc, forcément, il peut pas en sortir indemne. Oui, mais ce que je disais à Christian, qui m'accompagnait aussi, parce qu'on en parlait. Après, il y a ma capacité aussi de prendre conscience que c'est pas Luc qui s'éteint. C'est le personnage qui s'appelle Pierre Monbin, que j'habite, mais pour être aussi sincère, je ne peux pas faire semblant d'être malade. Caroline, il y a un moment où il essaie de vous agresser, de vous tuer. Comment vous avez vécu cette scène, même physiquement? Parce qu'on voit un peu la peur, on sent, et on ne sait pas. D'ailleurs, il y a des gens, on se pensait, est-ce qu'il va y arriver ou pas? Comment vous avez vécu ça?
Alors c'est vrai que bon, moi j'avais C'est la du one totalité. shot ou vous avez fait plusieurs fois la scène? Moi j'adore courir, donc pour moi c'était. Donc à tourner pour moi c'était bien. Non, c'était en revanche vrai que je voyais que vraiment Luc concrètement, physiquement, Très agressif. était atteint. Comme j'ai la connaissance de la totalité du scénario, moi je joue, donc je ne suis pas. Ça n'a pas été forcément la scène. Ça n'a pas été la scène la plus difficile pour moi. C'est plutôt les scènes d'émotion quand mon personnage réalise que la fin, qu'elle doit accepter que la fin est inéluctable et que c'est tout ce travail, moi, le challenge de mon personnage. Il était dans une forme de résilience et surtout en l'honneur de l'amour qu'ils ont partagé, parce que c'est vraiment une formidable histoire d'amour, d'essayer de ne pas perdre pied et de sélectionner le positif tout le temps pour ne pas s'effondrer. On prend une pause, on se retrouve tout à l'heure pour la suite et la fin de cet entretien. Et je rappelle qu'on parle du film Al, le 25e film de Christian Lara qui a été présenté en avant-première hier soir et qui commence dès ce soir. Qui commence aujourd'hui à 19h40. Dès ce soir, en Cati Guadeloupéen Ivoire, parce qu'il y a beaucoup d'Alzheimer en Guadeloupe, on le sait. Absolument. C'est une maladie qui fait des ravages ici. Donc c'est un film à voir. À tout de suite pour la suite. La pause. Voilà, 13h36, retour sur le plateau du ZCL News. On reçoit, je vous l'ai dit, deux comédiens du film de Christian Lara Al, qui a été présenté hier soir en avant-première, Luc Saint-Éloi et Caroline Ducé. Juste un petit coucou à Caroline Ducé, notre psy, qui devait faire sa chronique hier, mais aujourd'hui elle sera avec nous aujourd'hui. On parlera de quoi tout à l'heure? Bonjour à tous. Alors on va parler justement de performance optimale. Et j'ai entendu justement ces fabuleux comédiens qui ont parlé de leur quotidien de performance. Voilà. Donc on va parler de ça. Tout à l'heure. Alors je reviens sur le film et sur la performance d'actrice, puisque Caroline, vous êtes l'épouse d'un gars qui a Alzheimer et c'est compliqué. Et pourtant, dans le film, bon, c'est peut-être pas dans la vie, mais dans le film, vous êtes très amoureuse de votre mari, vous ne le lâchez pas, à tous les sens du terme. Mais c'est aussi vrai dans la vie, en fait, étrangement. Oui, la vie j'aurais pas pu jouer ce personnage, je pense, si j'avais pas eu ma petite fille qui a aujourd'hui 6 ans. Et effectivement, l'amour qu'on a pour un homme, l'amour qu'on a pour un enfant est très différent. Et cette abnégation, parce que c'est vrai que mon mari, tout doucement, redevient comme une forme d'enfant, a besoin d'être cadré. Et c'est vrai que quand on découvre l'amour maternel, qui est un amour qui est inconditionnel, parce que quand un être vivant dépend, dont la survie dépend concrètement tous les jours de votre attention et de votre présence, parce qu'un bébé, j'ai jusqu'à 4 ans, 5 ans, si vous n'êtes pas là, il disparaît. Hein. Même s'il grandit tout seul et que la nature et le mystère de la vie est suffisamment bien fait, mais concrètement, si vous n'êtes pas là, il meurt. Donc c'est vrai que cette exigence-là, je pense que j'étais prête à jouer ce personnage, parce que l'état de mère m'a appris tout ce qu'on devait donner et comment on devait s'oublier, et la maturité aussi, d'avoir traversé suffisamment d'épreuves pour avoir compris que pour essayer de tenir le plus longtemps possible sur cette terre, il ne fallait pas ressasser et qu'il fallait essayer de prendre le présent à bras-le-corps et de l'ouvrir, ouvrir ce présent pour en goûter chaque saveur et savoir remercier pour ce qu'on a et se satisfaire d'un petit café au soleil le matin, d'un sourire d'un inconnu dans la rue et en fait c'est là où je suis allée puiser, c'est-à-dire aujourd'hui, avec tout ce que j'ai pu vivre dans ma vie, j'attends tout et je n'attends rien. Donc ça se traduit dans le film? Oui. C'est-à-dire... Vous êtes très, très vrai, en fait, très vrai, très sincère. On se demande même quelquefois où est la part de la fiction et de la réalité. Mais c'est ça la magie du cinéma, c'est-à-dire que, alors, à la différence du théâtre, la caméra c'est comme un microscope. Donc, bien sûr. Au théâtre, il y a tout un savoir-faire. Je fais souvent le distinguo, le parallèle. Je dirais que le théâtre c'est la course de fond et le cinéma la course de vitesse. Et
On ne peut pas tricher au cinéma, on ne peut pas, dans ses sentiments, si on a une paroi qui vous empêche d'aller vers quelque chose d'intime, ça se voit. Oui. Mais ce que disait Luc, c'est que c'est vrai que cette scène que nous avons eue dans Yafa, le précédent film de Christian, a créé un lien... indéfectible. Il y a une alchimie, oui, c'est comme si on se connaissait depuis toujours, en fait. Oui. Donc on n'a pas tant besoin que ça d'inventer des choses. On est complices, on est des frères, on a des âmes sœurs et frères. Oui. Moi, je crois que c'est un film sur vraiment la sincérité. Parce qu'il y a de l'amour dans le film, il faut le dire quand même. Oui, absolument. C'est pour ça qu'on ne peut pas jouer un film comme ça en duo ou en couple s'il n'y a pas ce don de soi, cette générosité qu'on partage. Il y a beaucoup de tendresse et d'amour et je l'ai ressenti sur le tournage, après le tournage, même quand j'ai fini d'être prêt sur le plateau, je vois comment elle s'occupe de moi. Et c'est important de comprendre qu'on joue des différentes facettes du couple, mais qui sont visibles à l'œil. Et on n'a pas besoin de mots souvent. Mais c'est une leçon d'humanité sans pareil, ce film. Moi, je n'ai pas fini de voir ce que Christian a pu faire de nous à travers ce couple, à travers cette histoire. Mais je l'ai dit hier, j'ai rarement été aimé comme ça. Parce que, en fait, je suis bouleversé par l'amour que je reçois. J'en parle en étant complètement encore dans ce que le personnage reçoit, parce que je sais jusqu'où on est allé puiser, et après il n'y avait plus rien. Je finis le film sans force, mais porté par elle. Je marche comme... Mais c'est fini. Et je sais qu'en étant sincère avec cette vie qui s'en va, alors qu'on a un couple, on a un enfant, il y a des choses qui se sont cassées. Et je pense beaucoup aux familles guadeloupéennes qui vivent ce drame terrible, aux enfants qui perdent leur repère aussi, parce que c'est des cellules familiales complètement brisées. Imaginons ce que ça peut être quand un être est touché par Alzheimer. Il faut que les familles guadeloupéennes qui vivent ça puissent accepter qu'on le partage aussi avec eux, parce qu'aucun cas ne ressemble à notre cas, mais l'amour qui est diffusé à travers ce film, et même avec la bande-son, même dans la solitude du couple, on ne peut pas ne pas s'aimer. Et cet amour-là, il est ressenti. Je l'ai entendu hier, je l'ai vu à l'image, mais je suis encore tout porté par cette tendresse. Et tous les jours, quand je la regarde, je lui dis merci de m'avoir aimé. Et merci de m'aimer. Petite question. Vous avez tous les deux tourné avec Christian Lara. C'est difficile de tourner avec M. Lara? Je laisse Caroline répondre avant, puisque ça fait 25 ans que je tourne avec Lara. Pour moi, c'est une leçon et un deuxième souffle. C'est-à-dire, Monsieur Lara, j'ai la chance d'avoir une carrière. J'ai commencé à 15 ans. Monsieur Lara a un certain âge et une véritable expérience, mais je n'ai jamais vu quelqu'un avec une capacité de synthèse, une endurance, un investissement... J'ai fait toutes sortes de tournages, des courts-métrages pas faciles, mais des productions où il y a trop de monde quelque part, où on est trop assisté. Je me souviens d'une amie maquilleuse qui me disait « Mais Caroline, pourquoi t'apportes un café ?» C'est pas... voilà, on nous place souvent dans une position où il faut qu'on soit sur un piédestal et ça n'aide pas forcément. Travailler avec Monsieur Lara, qui a un esprit de synthèse et qui sait profondément ce qu'il veut, c'est un bonheur, c'est un cadeau. Et si je peux me permettre juste de rajouter par rapport à cette histoire de l'amour, je crois que, en fait, quand on aime, si on devait choisir entre être aimé ou aimer, je pense qu'aimer, c'est pas mal. Oui, pour Christian. Bon, ça fait 25 ans que je travaille. Déjà, au moins 6 plus que ça. Hein. Plus que ça oui. Moi, je pensais 6. J'ai même pas compté. Non, je crois que j'ai eu beaucoup de rôles principaux chez Christian, mais j'ai eu aussi des rôles des films où j'ai eu un petit rôle. Hein. Dans Joséphine, Mystère Joséphine, j'ai juste une scène où je joue Guillaume Letière. Il y a 2-3 films. Puis il y a eu le sitcom, il y a eu, je crois que ça fait 6 ou 7 films. Mais le premier, c'est Sucre amer. Donc ça fait 25 ans, le 25e long métrage, on en parle, mais ça fait 25 ans que je travaille avec Christian. Mais ce que j'aime chez Christian, c'est que des fois je dis non à Christian. Par exemple, je dis à Christian, je peux pas jouer ça. Je comprends bien, Christian, je peux pas jouer un mec qui connaît pas son histoire. Tout le monde connaît mon nom. Et il me dit justement, et il me répond justement, tu vas travailler, tu vas composer un personnage. Et Christian, en fait, il sait m'engueuler parce que des fois je dis non. Je dis pas non par lâcheté. Je dis toujours à Christian, est-ce que je serais capable d'être à la hauteur de tes attentes? Et il sait que je suis sincère, je vais pas chercher à essayer d'eux. Et à chaque fois, j'ai l'impression que Christian, il me teste
teste et puis il met la barre à chaque fois un tout petit peu plus haut, un tout petit peu plus haut. Et comme il sait que je ne suis pas un lâche, et on se ressemble, nous c'est deux nègres barons. Là il met des bidons, il dit on y va. Quand j'ai dit on y va, c'est qu'on y va. Il sait qu'il peut compter sur moi. Je suis très content de poursuivre avec Christian parce qu'il me fait confiance. Mais je crois que le cinéma de Christian m'a appris énormément sur moi, sur mon histoire, je le dis beaucoup. Le cinéma de Lara, il m'a pratiquement construit mon socle fondamental par rapport à ce que nous sommes, à ce que je suis en tant que Guadeloupéen. C'est un cinéaste guadeloupéen. Et c'est pour ça qu'avec Christian, je vais aller jusqu'au bout, yeux fermés. Et chaque fois que je dis non, je dis à Christian, c'est pas par prudence, c'est par respect pour nos métiers, parce que je voudrais pas décevoir un jour Christian. Mais un dernier mot pour... Oui, pardon, non, mais c'est vrai que Monsieur Lara m'a permis, moi, d'aller chercher plus loin. Il m'a filmé comme peu de personnes m'ont filmé. Il vous tire vers le haut, son exigence, c'est un immense cadeau, Qu'est-ce que vous direz, là, on conclut vraiment au public qui n'a pas encore vu ce film? Je dis au public guadeloupéen, ce film, il est fait pour nous, en priorité. C'est ça qu'il faut comprendre dans le cinéma que Christian propose. C'est une histoire d'amour, c'est une leçon d'humanité, elle nous fait du bien, et en plus, dans le cadre de cette pandémie, avec ce qu'on a supposé comprendre avec un virus qui peut nous atteindre, qui peut nous tuer, qui nous éloigne les uns des autres, tout ça, quand même, nous a complètement cabossé. Ce film nous répare et nous aide à comprendre que la vie ne tient qu'à un seul petit fil. Chers compatriotes guadeloupéens, en racontant les autres, Vini, Al, et à chaque projection, nous serons là. Toute l'équipe du film sera là pour échanger avec vous à chaque fois. Donc, on va attendre ça. Depuis soit là, demain, après-demain, et puis nous allons continuer. Caroline, au public. Oui, c'est un film qui répare, c'est un film qui donne de la force pour traverser les épreuves. Donc, pour moi, c'est la mission du cinéma, d'essayer de vous donner des clés pour vous tirer vers le haut et vous aider à faire face à la vie et à la choyer, et à choyer chaque instant qui est présent. Bien, on vous remercie d'être venu en tout cas. Rendez-vous donc au cinéma, au Cinestar, à pas publicité de quoi faire, nous allons connaître à Ivry. Il est 13h46, il nous reste presque 10 minutes pour tout finir avec Sherline. Tout de suite, générique, l'inspiration. Non, je cherche... Vous allez nous expliquer ce que c'est que le flow. Alors, je connaissais ça dans le rap, mais pas dans le psy. Ben justement, ça a un lien avec le rap. Donc, vous savez, dans cette chronique, donc, la chronique psy, on parle souvent du cerveau, on parle aussi solutions, justement, pour aller mieux, pour se sentir à l'aise. Vous connaissez le cerveau saboteur? C'est-à-dire que, par exemple, vous avez envie d'arrêter de fumer, vous levez un matin, vous dites « j'arrête de fumer ». Et donc, vous prenez rendez-vous avec un professionnel qui va vous aider, vous faites le maximum pour être bien. Donc, le jour du rendez-vous, soit vous n'allez pas vous réveiller, soit vous allez vous réveiller avec un mal de ventre. En tout cas, vous allez avoir plein de symptômes pour vous empêcher d'aller arrêter de fumer. Pourquoi? Parce que c'est le cerveau qui dirige tout. Exactement. On parle toujours du conscient, de l'inconscient. Donc le cerveau, pour lui, c'est pas bien d'arrêter de fumer. Il est habitué. Vous êtes habitué comme ça. Donc pour lui, tout ce que vous avez l'habitude de faire, c'est bien. Parce que ça vous permet de rester vivant. Ça vous permet, voilà, d'être bien au quotidien. Il se rend pas compte, en fait, au final, que soit le fait de fumer, ça vous met à mal. Non. Donc quand vous allez prendre une décision, si vous lui confirmez pas, si vous vous affirmez pas, il vous empêche et vous allez continuer à fonctionner. C'est pour ça qu'à chaque fois, par exemple, on prend une nouvelle décision, on n'y arrive pas. C'est dur, quoi. On a le poids de la vie, même si on a envie de changer les habitudes. Donc moi, j'ai trouvé une solution, mais c'est pas que moi, en fait. Un psychologue. Il y a 5 moyens de...
gérer ça. Voilà, tout à fait. Donc en fait, c'est un psychologue donc américain qui a découvert pendant des années, il a fait des études. Oui, très compliqué. C'est pour ça, comme je ne veux pas écorcher son nom, oui. J'ose pas trop le prononcer. Pardon, hein, désolé. En fait, c'est un psychologue qui a fait des années d'études, de recherche sur justement cette façon qu'a les gens, par exemple les artistes comme vous, voilà, de se concentrer pour faire des chefs-d'œuvre. Cette façon de, par exemple, vous êtes en train de faire quelque chose, nous là, on est en train de partager un moment. On oublie tout, on n'a plus d'émotion, on ne ressent plus rien, on est focus sur ce qu'on est en train de faire. Donc cet excellent psychologue a découvert qu'en fait, en appliquant cette méthode à tout le monde, on pouvait justement dépasser le cerveau saboteur. Donc ça consiste en quoi? Donc déjà, il faut expliquer le flow. Hein. Le flow, c'est par exemple quand vous êtes dans votre scène, vous oubliez tout. Vous êtes vraiment concentré et vous avez vraiment cette connexion spéciale, presque spirituelle, comme disait Danick, et vous êtes déconnecté de votre environnement, de vos émotions et de tout ce qui se passe à l'extérieur. On n'a pas froid. Par exemple, quand il fait très froid et qu'on joue, le temps de la prise, on n'a pas froid. Bah, c'est quand même les émotions. Oui, c'est-à-dire que en fait, le fait d'avoir froid, de ressentir le froid, c'est voilà. Donc en fait, vous êtes déconnecté de tout ce qui vous empêcherait. C'est le degré de concentration. Si exactement. Ça s'appelle la performance optimale. Oui. Justement, c'est que vous utilisez toutes les parties de votre cerveau. On nous dit qu'on n'utilise que 10%. Hein? Là, on constate que c'est pas vrai, parce qu'avec le flow, la performance optimale, vous utilisez toutes les parties de votre cerveau. Les émotions négatives, en tout cas, les pensées, toutes ces choses en fait qui vous empêchent d'habitude, qui bloquent le cerveau, qui vous empêchent d'avancer. Ces émotions disparaissent et vous êtes concentré sur ce que vous êtes en train de faire. Et c'est pareil, par exemple, vous avez les chirurgiens, quand ils sont en train d'opérer, ils ont ce flow-là qui leur arrive. Les chanteurs, les rappeurs et ceux qui font des courses de vitesse. Et en fait, nous, au quotidien, on l'a aussi, mais on ne s'en rend pas compte. En fait, au quotidien, lorsqu'on est en train de cuisiner, on aime ce qu'on est en train de faire. C'est la solution, c'est le plaisir et l'amour, en fait, dans le flow. C'est le plaisir et l'amour. Quand le cerveau s'aperçoit que vous aimez ce que vous êtes en train de faire, comme nous là, et bien en fait, il n'y a plus de stress, il n'y a plus de choses négatives et du coup, vous y allez avec plaisir parce que le cerveau droit et gauche, ils sont complètement en accord et en harmonie. Donc en fait, si vous voulez hacker, on va dire, donc le cerveau saboteur, il faut vous concentrer sur le plaisir de ce que vous êtes en train de faire. Vous parliez d'amour justement dans votre jeu, sur la sincérité et l'amour de ce que vous faites, que ce soit la cuisine, même au travail. Si vous faites les choses pour faire plaisir aux autres et que vous n'êtes pas du tout dans ce que vous faites, et ben, forcément le cerveau il le sait, hein, il se rend compte, hein, il se dit mais qu'est-ce qu'elle fait? Ah non. Tu restes là, tu ne bouges pas, tu vas pas là-bas parce que ça te fait pas plaisir, tu le fais pour les autres. Et donc quand on fait les choses pour soi et qu'on est concentré et qu'on met du plaisir, de l'amour, on ressent un bonheur absolu, de la gratitude, on oublie tout ce qui se passe autour. Et c'est ça en fait le véritable bonheur. Voilà, c'est ça le flow. Et comment lui donner une continuité? Parce que c'est ça l'histoire, c'est qu'il y a des moments avec, et puis après quand ça casse, donc oui, je pense que c'est la méditation, enfin voilà, des exercices comme ça. Justement, c'est une très très bonne question. Pour garder le flow, vous avez des exercices, c'est un jeu d'enfant, hein. Vous avez des exercices de respiration. Donc c'est-à-dire que par exemple, voilà, vous apprenez une mauvaise nouvelle, vous rentrez chez vous, vous n'êtes pas bien. La respiration, c'est primordial, on le sait, hein, dans votre métier. Et donc, vous prenez du temps, vous respirez pendant 8 minutes. Après, pendant 7 minutes, vous bloquez votre respiration. Et après, vous respirez à nouveau pendant 4 minutes. Et tout de suite, vous allez ressentir une sensation d'harmonie. Seconde, parce que minute, non. Pardon, seconde. Vous allez avoir des téléspectateurs étouffés. Je sais que de l'apnée, mais... non, pas minute, seconde, pardon. Vous étouffez, Youdou. Oui, on est tranquille. Vous ressentez une sensation de bonheur absolu. 7 minutes sans respirer, il n'y a plus personne. Non, seconde. Non, mais c'est vrai, ça c'est très efficace. Voilà. Et donc, du coup, vous allez ressentir cette sensation. Et c'est à ce moment-là qu'il faut le saisir, qu'il faut en être conscient. Parce que souvent, on le ressent, hein, dans tout ce qu'on fait, quand on arrive, même quand on sourit à quelqu'un, quand on parle avec quelqu'un. Sauf que... on le zappe parce que tout de suite, quand on rencontre quelqu'un, alors on le regarde de haut en bas, est-ce qu'il est hostile envers moi, est-ce que je suis hostile envers lui, etc. Et du coup, on passe à côté de cette sensation d'épanouissement, de bonheur. Donc, il faut le saisir, il faut le ressentir. Donc,
plus vous allez vous entraîner à ça, à respirer, seconde bien sûr, à respirer, plus vous allez ressentir, ça vient en fait du ventre au départ et ça remonte et après ça redescend jusqu'à la colonne vertébrale. Et cet état, quand vous allez peindre, quand vous allez donc parler à quelqu'un, même au niveau du travail aussi, hein, ça fonctionne. Quand par exemple j'interviens en entreprise, tout de suite je mets les personnes en état optimal et ils sont là, ils sont focus, ils sont concentrés, ils oublient tous leurs problèmes. Ceux qui faisaient la tête, ils se mettent à sourire parce que cet état essentiel, ils se sentent complètement en harmonie dans tout leur corps. Est-ce que le cerveau il est multitâche? Ah oui, heureusement d'ailleurs. Le cerveau est multitâche. Bon, après on dit que les hommes sont pas, on va dire, fonctionnels au niveau multitâche. On dit. Les hommes ne sont pas multitâches, mais ils nous racontent vraiment de plus en plus on entend ça. Les hommes ne peuvent pas faire plusieurs choses à la fois. Paraît-il. Donc on peut essayer d'écouter ça. En tout cas, il y en a, j'en connais quelques-uns qui y arrivent, moi. Oui, merci Caroline, merci. Non, mais on dit, mais en fait c'était pour la blague. Non, mais c'est qui on là qui a dit ça? On sait pas. Ah si, c'est les autres qui a dit ça. Donc la concentration est importante. Voilà, la concentration est très importante. En fait, tout le monde est capable d'utiliser son cerveau à son potentiel maximal. C'est vrai, hein? Mais il faut de l'entraînement, de la répétition. Le cerveau a besoin de la répétition. Oui. Plus vous allez l'entraîner, vous voyez les grands coureurs, les grands sportifs, les grands acteurs, tous ces grands, on va dire, ces grands génies, voilà, tous ces grands génies du monde, et ben c'est l'entraînement. Ils s'entraînent, et c'est à force d'entraînement, le cerveau, du coup, il enregistre. Oui. Et il comprend que c'est bon pour vous, puisque vous l'avez entraîné. Et après, au moment où il faut faire l'action, il vous déploie tout ce que vous avez besoin pour que vous puissiez faire ce que vous avez à faire. Oui, chérie, vous avez le flow aujourd'hui. Oui, j'ai le flow. Voilà, il est 13h55, on respecte le timing qui nous a été donné. Je rappelle qu'en début de journal, on a reçu, comme d'habitude, notre duettiste pour la question de l'eau, Jacques Davila, Isma Oguenet, de l'eau en toute sauce. Ensuite, nous avons reçu successivement Josie Saint-Martin et notre ami Christophe Wachter pour rendre hommage à un patriote disparu. Je vais parler de Titor Desglaces et puis nos deux acteurs du film qui commence ce soir, qui a été vu hier soir en avant-première, et on le redit encore au Guadeloupéen, à le film-là, à au cinéma. Madame Christelle Théophile va être contente, donc on se retrouve dans son temple. Elle le mérite. Des mois et des mois. Ce sont de grandes retrouvailles et vraiment, merci Madame Théophile. On la salue et puis Charline nous a expliqué ce qu'était le flow, je ne savais pas. L'état optimal. Sinon, on est revenu sur l'affaire Jean-Paul Clodo. Et puis on parlera ce soir des élections, ce qu'on retient de la campagne électorale. Voilà, la réalisation était assurée par Jordan avec son assistante d'aujourd'hui, Taneli, et puis on se retrouve lundi. Mais dimanche, nous sommes en direct à partir de 18h pour ces élections. Vous savez, le match final, on rejoue le match entre Madame Borel et Harry Chalut. Je ne te demande pas ton pronostic, merci, en connaître. Et donc, dès dimanche à partir de 18h, vous serez en direct avec toutes les équipes de Canal. Nous serons sur le terrain. Moi, je serai dans le sud et on vous dira qui gagnera ce match. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Rendez-vous dimanche et puis lundi, on se retrouve dans ZCL puisqu'on va décrypter sur ces élections avec Rosan Mounien, notre décrypteur habituel, et aussi avec Didier Détouche universitaire avec eux. On va revoir un petit peu ces élections en deux phases. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Bon appétit si vous n'avez pas encore déjeuné, ce qui m'étonnerait. Merci.